Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en ce début de semaine. Nous ouvrirons ce journal avec une page consacrée à la Covid-19. Tout d'abord, la présentation d'une nouvelle machine au centre scientifique pour analyser plus rapidement les tests PCR. Quel impact a eu la crise sanitaire sur l'économie ? Quelle est la situation actuelle des commerçants en principauté ? Comment réagissent-ils à la possibilité d'ouvrir leurs magasins alors que dans le pays voisin, certains sont contraints à la fermeture ? Pour y répondre avec nous, le président de l'Union des commerçants de Monaco. La direction de l'aménagement urbain a lancé une campagne de prélèvement des eaux usées en principauté afin de contrôler la présence ou non de traces de Covid. Y a-t-il des traces de Covid dans nos eaux usées ? Restez avec nous, vous aurez la réponse dans ce journal. Et puis, nous nous sommes penchés sur l'impact de la crise sanitaire en ce qui concerne la diplomatie internationale. Nous serons avec Laurent Selmy, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale, nous expliquera comment il est possible de maintenir ces liens diplomatiques à travers le monde, mais à distance. Nous débutons, je vous le disais, avec l'inauguration par le prince Albert II du tout nouveau laboratoire P3 au Centre scientifique de Monaco, un laboratoire doté d'une machine dernière génération, très utile pour accroître les analyses de tests PCR. Les détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Contribuer à assurer un dépistage massif et obtenir des résultats rapides, fiables, sécurisés. Voici les raisons qui ont motivé l'acquisition de ce matériel. Un équipement de pointe qui, installé dans le tout nouveau laboratoire P3 du Centre scientifique de Monaco, travaille en autonomie. C'est extrêmement automatisé, à savoir il n'y a pas de manipulation, on peut mettre directement le tube avec le prélèvement dans l'automate qui va détecter les un ou deux génomes du virus. Les atouts de cet automate, c'est d'abord son haut débit, puisqu'il a une cadence extrêmement puissante. Donc la biologie moléculaire, traiter 400 résultats en 8 heures, c'est un standard de performance très élevé. Les avantages liés à l'exploitation de cet appareil ne manquent pas donc. Une exploitation qui s'inscrit dans un programme national monégasque qui comprend le CSM bien sûr, le gouvernement princier à travers notamment le département des affaires sociales et de la santé, le CHPG, les laboratoires privés mais pas seulement. Toutes les entités mobilisées dans cette lutte contre la Covid-19 travaillent de concert. Dans cette lutte, le numérique est aussi un élément essentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est une réduction du temps de traitement pour le patient. Le fait d'intégrer les outils Roche et les outils du gouvernement jusqu'à la plateforme de résultats fait qu'on baisse de plus de 50% le temps pour avoir un résultat pour un patient. Le numérique permet d'agréger les données de l'ensemble des centres de tests de la principauté et d'avoir en temps réel une vision holistique sur l'évolution de l'épidémie. Le patient reçoit ainsi une étiquette, un code, afin d'aller voir le résultat sur la plateforme sur laquelle il sera invité à se rendre par un SMS lorsque le résultat sera disponible. Une procédure donc simplifiée car automatisée. Un résultat donc rapide qui a aussi pour objectif de réduire l'attente souvent angoissante du patient. Passons à présent à l'aspect économique et l'impact de la Covid-19 sur le commerce, notamment en France, avec un nouveau confinement. Des commerces qui restent ouverts en principauté avec des règles sanitaires strictes. Avec nous, notre premier invité, le président de l'Union des commerçants de Monaco, l'UCAM, Nicolas Mathilde Narmineau. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais être commerçant en ce moment, c'est pas une chose facile. Ah oui, depuis le Covid, c'est effectivement pas une chose facile. Comme les soignants, on est en deuxième ligne, on va dire. On ne peut pas se prétendre être en première ligne parce que ce sont vraiment eux qui sauvent des vies. Mais nous, on est vraiment les victimes collatérales de ce virus. Quelle est justement la situation des commerçants monégasques en pleine crise sanitaire ? Qu'est-ce que l'on peut dire de cette situation-là ? Vous savez, on travaille dans un milieu de luxe. On travaille avec des personnes qui voyagent à l'international. Globalement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance que notre gouvernement ait pris les bonnes décisions, n'ait pas suivi ce qui s'est passé en France et ne nous a pas accablés avec une fermeture. Qui sont les commerçants, ou plutôt les secteurs d'activité ici en principauté qui ont le plus de difficultés ? Clairement, vous avez malheureusement les commerçants du Rocher qui, comme vous pouvez l'imaginer, avec aucun trafic international, aucun bus, aucune croisière, aucun avion, ont particulièrement souffert. Il y a eu un petit lueur d'espoir cet été avec la clientèle, on va dire, frontalière, locale, des 100 km qui étaient là, un petit peu. Ils ont pu rattraper sans faire leur chiffre d'affaires. Mais
Vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous faites moins 50, vous êtes content, alors qu'avant vous faisiez 0 quand vous étiez fermé. Clairement, ces gens-là souffrent beaucoup. Et après, vous avez tous les commerçants qui sont du côté du Carré d'Or, qui travaillent avec de la clientèle de luxe, aux métropoles et tout ça. Voilà, très difficile. À l'inverse, qui s'en sort le mieux? Ben, clairement, les petites supérettes, les gens qui vendent de la nourriture, on a bien vu qu'il y avait un regain de déplacement vers les petits commerçants, justement, puisqu'on a bien vu que les grandes surfaces avaient perdu un petit peu de chiffre d'affaires au profit des petits commerçants de bouche, et ça c'est très bien. Après, tous les autres, on va dire qu'ils survivent. Et si sur l'année on fait entre moins 20 et moins 30, on peut s'estimer heureux. Mais comme je vous disais, il y a des commerçants qui sont à moins 50, moins 70 et au Rocher à moins 90%. En France, il y a actuellement donc un confinement, on l'a dit. Les commerçants monégasques profitent de cette situation, sans le vouloir, hein, malgré eux bien sûr. Est-ce que les Français, par exemple, viennent faire leurs courses à Monaco, ou encore les travailleurs pendulaires, par exemple, font plus d'achats ici? Oui, je pense que spécifiquement sur certains coiffeurs, certaines choses comme ça, ça peut aider. Après, nous, on a une chance incroyable, c'est qu'on a 55 000 pendulaires. Et ça, c'est une richesse qu'on n'a jamais réellement exploitée. Et aujourd'hui, un peu à cause de ce confinement, ces pendulaires qui sont là tous les jours, en grande partie, sauf ceux qui télétravaillent, profitent de consommer à Monaco. Ils se rendent compte peut-être qu'à Monaco, il y a aussi de beaux commerces dont ils peuvent profiter. Maintenant, dire que c'est une aubaine, non, c'est un moindre mal. Et je suis solidaire avec les commerçants de la région voisine et je peux vous dire que si je pouvais les aider, je ferais tout pour les aider à ce qu'ils soient ouverts, parce que je trouve très injuste de laisser des grandes surfaces ouvertes où c'est la gabegie, c'est n'importe quoi, et de fermer une petite librairie, un petit commerçant qui voit 10 clients par jour. Je trouve ça scandaleux. Votre point de vue justement sur la position monégasque, le fait que l'on ne confine pas, et du coup par la même occasion que les commerces restent ouverts? C'est une chance qu'on a à Monaco d'avoir eu cette intelligence. Je pense que le couvre-feu est une bonne chose pour limiter les échanges entre les gens, entre les familles le soir. De faire un couvre-feu adapté pour les restaurateurs qui doivent donner une dérogation, c'est quelque chose qui leur permet de survivre. Ne croyez pas que les restaurateurs se gavent le soir, hein. Vous savez, quand vous faites qu'un seul service, pour certains restaurants, c'est difficile. Je suis persuadé que ce ne sont pas les commerçants qui sont des vecteurs de Covid. On sait très bien que les transports en commun, on sait très bien que les écoles, tout ça, sont plus à risque que nous. Vous apportez des idées, des propositions, on vous écoute? On a eu du mal au début à se faire entendre. Et là maintenant, avec le nouveau ministre d'État, on a vraiment une très bonne relation, les choses se passent très bien. Et regardez ce qui se passe en France, les gens sont dans la rue parce que personne ne va payer leurs factures. Comment voyez-vous la suite, ces fêtes de fin d'année justement pour les commerçants? Écoutez, il faut toujours être optimiste. Je pense qu'il faut se satisfaire de ce que l'on peut entrevoir, c'est-à-dire que c'est la fin de l'année. On espère que les gens vont dépenser et j'espère que tous les commerçants, que ce soit de Monaco, de France et de Navarre, profitent de ces fins d'année pour qui souvent c'est 20, 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc on croise les doigts et moi je suis très confiant. Et il faut être confiant. Bah écoutez, on croise les doigts comme vous l'avez dit. Nicolas Mathilde Arminaud, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne soirée. Covid-19 toujours, la section assainissement de la direction de l'aménagement urbain a lancé une campagne de prélèvement des eaux usées en principauté. Plusieurs points de collecte sont concernés afin de contrôler la présence ou non de traces de Covid. Le point avec Christina Thomel. Oui, effectivement. Alors depuis le 19 octobre, tous les lundis matins, des prélèvements sont effectués dans les eaux usées de la Principauté sur 11 sites différents. Alors nous avons voulu savoir l'objectif de cette campagne de prélèvement et s'il y a des raisons de s'inquiéter ou pas. Nous, on s'occupe de l'acheminement des eaux usées vers le laboratoire en France. Et ça permet en effet de quadriller le territoire et de voir s'il y a des clusters dans des zones plutôt que d'autres. Il a été constaté que les patients atteints de Covid, au bout de quelques jours où ils sont infectés par le Covid, excrètent du virus dans les selles. Et c'est-à-dire que plus on va trouver d'ARN viral dans les eaux usées, plus on suppose qu'on a de personnes infectées qui ont donc contaminé ces eaux usées. Alors quels sont les résultats actuellement ? On constate la présence de virus dans les eaux usées, pas significatif parce qu'on a commencé il y a à peu près un mois. Donc pour le moment, on ne voit pas une évolution importante. Ce n'est pas du virus viable qui se retrouve dans les eaux usées, en tout cas il ne reste pas viable très longtemps.
Ensuite, ça passe par les stations d'épuration où il y a des processus chimiques de traitement. Et enfin, ça part dans la mer, les eaux claires partent dans la mer. Donc il n'y a absolument aucun risque d'attraper le virus par cette voie. Aucune inquiétude donc d'attraper la Covid par les eaux usées. Les prélèvements effectués tous les lundis en principauté partent ensuite dans différents laboratoires pour y être analysés et les résultats sont reçus 2 jours après. Et pour nous développer une autre partie de l'actualité monégasque, Alexandra Pani, bonsoir. On entre dans une semaine qui sera largement consacrée aux célébrations de la fête nationale. Et vous le savez, cette année, les traditionnelles remises de médailles ont été un petit peu chamboulées en raison de la crise sanitaire. Et des décorations sont remises particulièrement à ceux qui ont œuvré durant cette crise. Bonsoir Fabien, en effet, une première cérémonie de remise de médailles dans l'ordre des Grimaldi, promotion Covid-19, s'est déroulée aujourd'hui au centre hospitalier Princesse Grace. Dans son discours, le prince Albert II a souhaité rendre hommage à l'ensemble du personnel du CHPG. Cette médaille a été décernée au nom de l'institution à sa directrice Benoîte de Sévelinge. D'autres médailles étaient décernées aujourd'hui. Oui, les décorations à l'attention des membres de la sûreté et de la force publique étaient remises par le ministre d'État Pierre Dartout. Habituellement, ces décorations sont décernées sous la verrière du Grimaldi Forum. Mais cette année, pour respecter les mesures sanitaires au maximum, l'événement s'est déroulé sur l'esplanade. On revient sur cette réunion de travail organisée par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers. Oui Fabien, la réunion s'est tenue la semaine dernière afin de faire un point d'étape sur l'avancement du processus de la 2e évaluation nationale des risques de la principauté en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. À cette occasion, plusieurs représentants des secteurs publics et privés, mais aussi les principaux responsables des forces économiques de la principauté étaient présents. Le ministre des Finances et de l'Économie a souligné que la régulation n'est pas l'ennemi des milieux d'affaires, mais la condition de la confiance en la place bancaire et financière monégasque et en sa respectabilité. À noter que le projet de loi numéro 1.008 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption devrait être voté le 16 décembre prochain au Conseil national lors d'une séance qui lui sera exclusivement consacrée. Les conclusions de l'ENR2 seront-elles rendues au printemps 2021 ? Merci Alexandra. Je vous l'ai dit précédemment, nous sommes dans la semaine de célébration de la fête nationale qui se déroulera jeudi. Traditionnellement, c'est l'occasion de réunir le corps diplomatique monégasque autour du souverain. La crise sanitaire actuelle fait que cela sera un peu plus compliqué. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Anselmi, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On rentre dans le vif du sujet. Est-ce que cette crise a freiné les relations internationales entre les pays, puisque l'on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus voyager ? Il est clair que nous travaillons différemment. Le but, c'est bien sûr d'éviter les déplacements, tout ce qui pourrait favoriser la circulation du virus, y compris entre diplomates, y compris entre ministères des Affaires étrangères des différents pays. Nos services sont quand même assez rompus à travailler avec les moyens numériques, mais bien sûr que ça change les habitudes. J'ai été par exemple amené à plusieurs reprises à prendre part à des événements internationaux qui auraient dû normalement, pour utiliser l'expression consacrée, être présentiels. Eh bien, nous avons utilisé toute la technologie, la visioconférence, l'enregistrement de messages, mais la vie internationale continue, la vie interétatique continue. Alors je l'ai dit, cette semaine est marquée par la fête nationale. Habituellement, chaque année, les ambassadeurs viennent à votre rencontre. Cette année, ça ne sera pas le cas. Le prince, compte tenu de l'attention qu'il porte à notre réseau diplomatique et à notre réseau consulaire, a enregistré à l'intention de chacun des intéressés un message qui leur a été adressé par mes soins via le département des relations extérieures afin que nul n'ignore l'importance de ce réseau. C'est un message que je diffuse de manière très constante, l'importance du réseau diplomatique et consulaire pour nos relations internationales. Donc voilà ce qui a été fait. Vous avez participé là très récemment à la session du comité des ministres du Conseil de l'Europe et cette réunion s'est déroulée par vidéoconférence justement. Qu'est-ce qui s'y est passé? Quelle en était l'importance? Les thématiques qui ont été abordées sont celles qui sont les lignes de fond du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'état de droit. Tout ceci a été mis en lumière
compte tenu des incidences de la crise sanitaire et de toutes ses conséquences. Donc chacun s'est exprimé à ce sujet, moi comme les autres, et on a quand même noté une grande convergence de vues sur le point d'équilibre entre la nécessité de lutter contre la pandémie et l'impératif qui s'attache au maintien des droits de l'homme, au maintien des droits des personnes les plus vulnérables, enfin tout ce qui constitue le cœur de métier du Conseil de l'Europe. Alors vous venez de parler là, des droits de l'homme, vous y avez proposé d'organiser un colloque de haut niveau sur les droits de l'homme justement, prochainement à Monaco, c'est ça? Alors ce colloque est prêt. Ouais. C'est un événement co-organisé par mon département et par la direction des services judiciaires sur Monaco et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un colloque dans lequel je me suis personnellement beaucoup impliqué, avec toute une dimension sur la norme monégasque, la norme constitutionnelle à l'aune de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis il y a tout un volet sur la justice, avec des intervenants, y compris extérieurs à la principauté, qui viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il n'y avait pas urgence quand même à ce que ça se tienne absolument au mois de décembre à Monaco. Donc nous avons préféré le différer pour le moment au printemps prochain, puis on verra, nous aviserons le moment venu en fonction de l'état de la situation sanitaire. Vous êtes en charge de la coopération internationale également. Est-ce Oui. que la crise sanitaire a freiné les actions humanitaires menées par la principauté à travers le monde? C'est clair que la limitation des possibilités de voyager n'a pas été de nature à favoriser les choses, mais nous avons quand même aussi beaucoup réorienté notre action sur des sujets en lien avec la crise sanitaire, notamment l'aide à la vaccination. Nous avons mobilisé aussi les fonds dont nous disposions pour venir en aide aux pays sur les conséquences de la crise sanitaire. Oui. Donc je pense que là aussi, il a fallu se penser un peu autrement, mais la continuité du service public, en l'occurrence de la coopération internationale, a été éminemment assurée. Laurent Selmy, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Alexandra Pagny, on vous retrouve pour développer la suite de l'actualité monégasque. Et je vous parle basket Fabien. Après cette belle victoire samedi, 70-62 face à Dijon, les Rocaboys sont actuellement à Anvers pour disputer mardi un match d'Eurocup. Vous pourrez suivre la rencontre à partir de 20h sur RMC Sport. Et samedi, les Monégasques seront de retour à Gaston-Médecin face à Limoges. Le match sera à suivre en direct sur Monaco Info dès 20h30. La Roca Team face au CSP Limoges, un rendez-vous effectivement à ne pas manquer sur Monaco Info. Et pour ceux qui veulent faire du sport, la No Finish Line est lancée. La No Finish Line est bien lancée, on vous en a déjà parlé cette année. Elle se déroule virtuellement grâce à une application connectée qui compte la distance que l'on parcourt. Et cette formule a l'air de plaire puisque depuis le départ de la course samedi à 15h, déjà plus de 42 000 km ont été parcourus. Je vous rappelle le principe, pour chaque kilomètre parcouru, 1 € est reversé à l'association Children and Future. Fabien, je compte sur vous. Absolument, vous ne le voyez pas, mais j'ai déjà mes baskets. La mairie de Monaco propose un spectacle comme chaque année pour la fête nationale. Quel artiste est au programme, Alexandra? L'humoriste Nora Hamzaoui débarque à Monaco cette année. Vous l'avez peut-être déjà repéré dans l'émission de Yann Barthès Quotidien ou sur France Inter. Elle présentera ici son nouveau spectacle, Les interrogations d'une jeune trentenaire, et dissèque avec humour et brio la société actuelle. Elle sera sur scène mercredi à 19h et jeudi à 15h à l'auditorium Régnier 3. Quelques invitations sont encore disponibles. Les places sont à retirer à l'espace Léo Ferré de 8h30 à 16h30 jusqu'à mercredi sur présentation de la carte d'identité monégasque et de la carte de résident. Et avant de vous laisser un point sur les prévisions météo. C'est une belle journée qui nous attend ce mardi, Fabien. Un ciel bien dégagé est prévu. Il soufflera une très légère brise. Les températures seront encore au-dessus des normales de saison avec 16 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Nous fêterons les Elisabeth. Merci Alexandra. Vous l'avez dit, peu de vent demain en principauté. J'espère qu'ils en auront plus au milieu de l'océan Atlantique. C'est là où se trouvent les navigateurs du Vendée Globe, au large du Cap-Vert pour être plus précis. Et nous discuterons avec l'un d'entre eux dès mardi 19h, si la connexion est bonne bien sûr. Le représentant du Yacht Club de Monaco, Boris Herman, actuellement dans le groupe de tête. Nous verrons cela demain. En attendant, on se quitte avec les photos du jour consacrées aux premières remises de médailles et décorations liées à la fête nationale. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure pour, comme chaque jour,
vous développer toute l'actualité monégasque. Au revoir et surtout, portez-vous bien.